Bienvenue sur ce balado qui aborde le sujet de la santé des femmes. Le meilleur de soi propose des rencontres inspirantes avec des invités qui parcourent les différents piliers de la santé intégrative. Ils et elles partagent une vision holistique de la santé et font la promotion de la prévention pour nous aider à vivre pleinement. Je suis Évelyne Robert, animatrice, et ce que j'aime le plus, c'est de créer ces espaces de rencontres qui nous permettent de se questionner, de réfléchir et d'apprendre. Je vous souhaite donc d'être inspirés pour votre santé. Diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et formée à Paris en dermatologie vulvo-vaginale, elle offre à ses patientes et patients plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'hormonothérapie, de la médico-esthétique et de la santé sexuelle en combinant les méthodes et protocoles les plus récents. Manifestant un intérêt grandissant envers l'hormonothérapie pour la population transgenre, elle s'est graduellement orientée vers l'hormonothérapie bioidentique. Cette pratique lui a permis de constater combien le maintien de l'équilibre hormonal chez un patient ou une patiente peut s'avérer bénéfique tant sur le plan physique que mental. C'est ainsi qu'en juin 2021, elle ouvre les portes de sa nouvelle pratique, un centre d'expertise en hormonothérapie, médico-esthétique et santé sexuelle. Son approche se veut holistique, établir les causes des dérèglements perçus chez les patients et être à l'écoute de leurs besoins. Sa passion prend forme dans le spectre de la médecine anti-âge qui combine la médecine esthétique et la santé sexuelle. Je vous présente Dr Gabrielle Landry. Bienvenue, Dr Landry, sur mon podcast. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. C'est vraiment, vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Puis je dirais un petit peu plus tard pourquoi c'était important pour moi de te recevoir sur mon podcast. J'étais curieuse avec tout le parcours que tu as. Est-ce qu'il y a quelque chose on se demande toujours ça, si dans ton enfance ou dans ta vie d'adolescence peut-être, il y a quelque chose qui t'a attiré vers ce domaine spécifique qui est l'hormonothérapie, dans le fond? C'est une bonne question. Je suis pas sûre que ça vienne de si loin que ça, pour être honnête. Puis je pense que la vie nous amène un petit peu sur des chemins, des fois qu'on s'attend pas, mais qu'on est comme, tu sais, on cherche notre X là en quelque part, puis là c'est comme si la vie m'avait amené. Moi, j'ai pas tant, même la médecine. Moi, je savais juste que quand j'étais jeune, j'étais bonne à l'école. Puis j'étais bien, tu sais, je voulais tout le temps être bien bonne, là. C'est pour moi, je me définissais un peu par il faut que je sois la meilleure, puis je voulais gagner des médailles, puis des affaires de même. Fait que là, après ça, ma mère, elle m'a dit, ben, c'est un peu mes parents. Elle m'a dit, tu sais, ben là, tant qu'à ça, vas-y donc en médecine. J'avais même pas appliqué du cégep. J'étais allée directement en sciences biomédicales parce que je voulais être journaliste scientifique. En fait, je voulais parler avec le monde, moi. Je voulais vulgariser l'information scientifique. Puis finalement, j'ai fait un stage même à Flash, en tout cas, on pourrait s'en parler des jours, mais tu sais, c'est ça que je voulais faire, plus du journaliste. Finalement, après mon bac, ben, j'étais comme, ah, ben là, il reste, tu sais, des débouchés, c'est bof. Fait que je suis vraiment allée en médecine à ce moment-là. Puis ça a été comme la vie qui m'a. C'est vraiment comme des gens qui me disaient, ah, tu sais, la clinique, ah, où est-ce que je suis, santé sexuelle. C'est des gens qui m'ont amené là. J'ai comme suivi un peu la directrice, mais en même temps, oui, c'est peut-être pas dans l'enfance, mais plus après avoir eu des enfants, c'est vraiment là que ça s'est concrétisé parce que la problématique que je voyais chez les patients, je la ressentais moi aussi. Fait que c'est là que j'ai vraiment pu, tu sais, quand on comprend nos patients ce qu'ils vivent, c'est bien plus facile de les aider aussi, puis de se traiter, puis de voir que ça fonctionne avec nous, ben c'est encourageant. Fait que c'est plus ça, c'est plus tard, j'aime plus tardivement. Donc, tu as étudié d'abord pour être docteur, dans le but éventuellement peut-être d'être journaliste, puis après, c'est en ayant tes enfants. C'est ça qui a influencé l'orientation plus en hormonothérapie. Oui, je te dirais. C'est plus ça, de travailler avec des femmes aussi. Tu sais, moi, j'étais en médecine esthétique, j'étais en santé sexuelle, j'étais en maladie vulvo-vaginale. Ce que j'aimais, c'est la dermato-vulvaire à la clinique où on faisait beaucoup, beaucoup de douleurs gynécologiques. Fait que j'étais comme proche des femmes. Fait que c'est sûr que les problématiques féminines, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup rejoint. Fait que c'est sûr que de sentir qu'on est tu sais, qu'on fait la différence, parce que c'est malheureusement, on va parler aussi de l'accès aux soins qui est pas toujours facile pour les femmes, puis de sentir qu'il y a personne d'autre que moi, c'est sûr que c'est valorisant aussi, là. Tu veux pas lâcher ça quand tu as l'impression de vraiment changer la vie des femmes dans ta pratique, mais ouais.
Effectivement, pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les femmes ont été oubliées quelque part au niveau Mmh. médical? Comment ça se fait que on dirait qu'on commence à peine à entendre parler que peut-être les femmes ont une santé qui peut être peut-être différente? Mmh, c'est vrai. En fait, les investissements en santé, tu sais, on a souvent, dans beaucoup d'études par rapport d'ailleurs aux statines, on a souvent considéré les femmes comme des hommes avec des organes génitaux, avec des vagins. Tu sais, je dis souvent ça, des hommes avec des vagins, parce que c'est un petit peu, tu sais, en voulant dire, souvent les études, les grandes études, on excluait les femmes à cause du risque de grossesse ou pour d'autres raisons. Fait que la santé de la femme a été sous-financée longtemps. Puis après ça, ben, il y a eu la méga étude WHI au début des années 2000. Là, ça fait peur par rapport aux hormones. Fait que là, ça encourage pas. On a comme arrêté d'enseigner quasiment l'hormonothérapie à partir de ce moment-là. Quand on parle à des médecins qui ont pratiqué en gynéco, justement, ou en hormonothérapie avant l'étude Y, c'était comme tout le monde en prenait, les gens, tu sais, les études étaient positives. Donc, ça a vraiment mis un frein important. Donc, nous, on est toute une génération de médecins qu'on s'est fait dire que les hormones, c'était dangereux. Puis on essaie de regagner du terrain, mais c'est ça. Fait qu'il y a comme du sous-financement, de la recherche, puis un peu la peur des hormones qui a contribué à tout ça avec les années, là, tu sais. Qu'est-ce que ça a fait ça, cette peur-là des hormones, au niveau de la santé des femmes? Qu'est-ce que ça a fait pour les femmes en général, d'arrêter de prendre des hormones, puis d'arrêter d'être considérées dans ces changements-là hormonaux? Ouais. Ben, les femmes, ont eu peur déjà à la base. Fait que, tu sais, même si les médecins pouvaient dire: «Ah ben là, OK, on va analyser l'étude puis on va», mais tu sais, le journaliste scientifique, le sensationnalisme que ça a lancé suite à cette, analyse-là qui était, on peut dire, plus ou moins rigoureuse quand ça a été lancé, ça l'a fait, tu sais, quand tu suscites la peur, là, c'est ça qui est efficace. On sait, on le voit en politique, on le voit partout. C'est très, très efficace. Donc malheureusement, ça a eu l'impact. On ne sait pas, tu sais, pourquoi ça a été, on le sait pas, tu sais, pourquoi que c'est sorti comme ça si vite, sans sous-analyse, pourquoi qu'on n'a pas vraiment fait la part des choses. Mais bref, le mal était fait. Puis là, après ça, les femmes ont peur. Puis c'est difficile de défaire parce que là, il faut que tu ailles sous-analyser, il faut que tu ailles comprendre l'étude. Tu sais, nous, moi, je l'ai fait beaucoup parce que j'ai relu les études. Puis je suis capable OK, de dire, ben là, c'est parce qu'on parle de type d'études, puis on parle de différents médicaments. Puis tu sais, mais c'est difficile. Fait que le mal a comme été fait, puis les femmes ont eu peur, puis les médecins aussi, en même temps, ils se disent, ben là, je veux pas, moi, mon objectif comme médecin, je veux pas nuire à mes patients. Si j'ai l'impression que je vais lui nuire, fait qu'on oublie tous les bénéfices de l'hormonothérapie. On oublie que en s'obstenant de prescrire parce qu'on a peur de nuire, ben finalement, on fait plus de tort aux patients parce que finalement, on les empêche d'avoir une discussion éclairée de un, mais d'avoir des bénéfices en prévention qui ont été objectivés, prévention cardiovasculaire, ostéoporose, démence. Fait que finalement, on fait plus de tort en se retenant d'ouvrir la discussion à tout le moins. Mais les femmes sont de plus en plus au courant, puis c'est eux autres mêmes qui vont voir leur médecin pour avoir cette discussion-là, là. Cette génération-là de femmes qui n'ont pas eu accès à l'hormonothérapie, est-ce qu'il y a des études qui démontrent qu'ils sont justement plus malades au niveau des maladies du cœur, comme tu nommes la démence et tout ça? Ben, c'est une bonne question parce que c'est des études qu'il faudrait qu'elles soient faites sur une, tu sais, en fait, ils n'ont pas eu d'études précises. Par contre, après l'étude White, tu sais, ils disaient que les femmes, il y avait certains détracteurs qui disaient, ah, mais là, vous voyez, après l'étude White, les femmes ont cessé, il y avait comme moins de cancer du sein. Finalement, ils se rendent compte que c'est le contraire. Depuis ce temps-là, les cancers du sein ont augmenté. Fait qu'il n'y a pas vraiment de relation à cause à effet qu'on peut faire par rapport à ça. Mais définitivement, ce qu'on sait, c'est que les hormones ne donnent pas le cancer du sein. Ça, c'est sûr. Fait que ça a été quand même démenti. Mais c'est vrai que c'est intéressant populationnellement. Est-ce qu'il y a plus de maladies? J'ai pas la réponse, mais je serais pas surprise de dire que probablement que oui, puisqu'on a tellement d'études en prévention cardiovasculaire, en ostéoporose. Puis on sait que la première cause de mortalité chez la femme, c'est les maladies cardiovasculaires. La deuxième cause plus âgées, justement, c'est les fractures de hanches, entre autres. Donc, c'est ça qu'on veut prévenir. C'est ça, c'est la qualité de vie des femmes qu'on veut conserver là, dans le tiers de leur vie, même la moitié là, de leur vie. Tout le monde va avoir la ménopause. Fait que c'est quand même important à considérer, là. Puis en 2000, à l'aube de 2025, dans le fond, de quoi souffrent surtout les femmes de 40 ans et plus quand ils vont Ah, quand elles arrivent dans ton bureau?
Ben, oh my God. En fait, la plupart des symptômes, tu sais, moi, j'ai une longue liste quand même de symptômes de périménopause. C'est vrai que ça peut être d'autres choses, mais c'est pour ça que quand on fait un bilan de base, on veut exclure d'autres choses. Parce que les femmes, écoute, le plus commun, les troubles du sommeil, la baisse d'énergie. Ça, c'est quand même, puis l'irritabilité. L'humeur, énergie, sommeil. Là, après ça, il y a tout plein d'autres choses qui viennent s'engranger, mais tu sais, probablement que les gens qui nous écoutent vont le savoir, mais tu sais, autant les palpitations que la prise de poids, que la sécheresse vaginale, que les troubles, le brain fog, c'est quand même assez commun, ça aussi, je vous dirais, là, le baisse de concentration, perte de mémoire, chercher ses mots. La peau sèche, la perte de cheveux, tu sais, on pourrait, on va dire que je pourrais en nommer à l'infini, mais tu sais, les plus communs, je dirais humeur, sommeil, énergie, là, c'est quand même assez commun. Puis en même temps, on va se dire, ben oui, c'est normal, tu sais, les femmes à 40 ans, ben là, ils ont eu leurs enfants, ils ont leur carrière, ils en ont trop sur leurs épaules. On comprend, mais il faut quand même pas tout mettre sur la charge mentale. Je trouve qu'on en met beaucoup, qu'on va dire que c'est parce que, bon, c'est normal, puis ils se font trop dire ça, là. Qu'on appelle le thème gaslighting en anglais, là, ben, c'est un peu ça que les femmes ont l'impression. Ils disent, c'est comme si on s'est occupé de moi pendant que j'étais enceinte, on s'est occupé de mon accouchement, puis là, jusqu'à la ménopause, tu sais, il y a une grosse période, il y a comme un creux où les femmes, c'est comme on sait pas trop, là. Il y a comme un vide. On pense que les ovaires sont encore tout à fait normaux. Ils fonctionnent tout à fait normalement jusqu'à temps que là, shutdown complet. Tu sais, il y a une transition quand même là, qui se passe entre les Et deux. c'est ça, la transition, on parle souvent de périménopause, de préménopause, de ménopause. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous démêler tout ça? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, ce qu'on va voir, c'est que la puis même le guide de l'INES va en parler, là, la ça peut commencer à 35 ans. Donc, je pourrais dire que c'est la sénescence graduelle des ovaires. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Il peut y avoir justement des cycles anovulatoires où on a moins de progestérone ou des dérèglements, justement, d'estrogène à progestérone à ce moment-là. Puis après ça, plus ça avance, la souvent, on l'appelle plus quand les femmes vers la tu sais, mi-quarantaine vont commencer à avoir des fois des règles anormales. Ça peut être plus abondant, mais ça peut être aussi espacé. Puis là, c'est là qu'on va avoir des spikes des fois. Là, on va dire, OK, là, des fois, tu as trop d'estrogène, tu n'as pas assez d'estrogène. C'est vraiment un peu plus anarchique. Jusqu'à temps que là, la ménopause, c'est vraiment diagnostiqué après 1 an d'aménorrhée, donc d'absence de règles. Puis après ça, il y a le terme post-ménopause, que moi non plus, je suis pas très pro. Parce que pour moi, quand tu es ménopausée, c'est pour toute ta vie. Tu n'en as plus d'hormones, l'impact est là, puis il va durer toute ta vie. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment la période d'une femme où elle devrait pouvoir être prise en charge à tout le moins, puis avoir une belle qualité de vie, parce que c'est là qu'on peut profiter de la vie. Là. On a donné, on a accouché, on a donné pas mal ce qu'on avait. On veut pouvoir maintenant être libre, puis être en santé. Tu sais. Donc, il y a la préménopause, la périménopause, la ménopause. Puis physiquement, tu sais, on parle souvent des symptômes plus psychologiques, là, comme ben, psychologiques et physiques aussi, tu sais, la fatigue et tout ça. Mais physiologiquement, à l'intérieur, dans le fond, c'est que c'est les ovaires qui s'assèchent, c'est ça? Ouais, c'est compliqué, là, mais tu sais, c'est sûr qu'on peut penser que, tu sais, quand on est, on a plusieurs millions de petits follicules. Là, après ça, c'est sûr qu'on en perd. Ça a un lien avec le fait qu'on ovule puis qu'on perd des follicules avec l'âge. Puis, tu sais, la sécrétion hormonale, bon. Mais c'est complexe. C'est sûr qu'après ça, ton corps va essayer de répondre d'une certaine façon. Il va pulser sa FSH. Fait que c'est multifactoriel, mais en gros, on pourrait dire ça, c'est comme une sénescence graduelle un peu des ovaires. Donc, Ça quand on va. Voilà, ben, c'est un plus beau terme, la sénescence des ovaires, que Ouais. les ovaires qui s'assèchent. Ouais. Et puis, quand on va te voir, évidemment, on fait des prises de sang et tout ça. Toi, tu vérifies aussi la glande thyroïde Ouais. et les hormones. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre la glande thyroïde, l'oestrogène, la progestérone et... Ben, toutes les hormones sont, tu sais, le système endocrinien, tout interrelié. Hein. Tu sais, on peut parler du cortisol aussi. Il y a plusieurs hormones qui vont réguler plusieurs fonctions dans le corps. Donc oui,
tout est interrelié. Là, après ça, c'est sûr que quand les femmes arrivent, faut pas oublier que les symptômes, là, on l'a nommé, la liste est longue. Fait qu'il faut aussi avoir un diagnostic différentiel parce que les femmes sont fatiguées. Moi, je veux savoir, est-ce qu'elles ronflent? Elle a-tu de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'elle se lève fatiguée? Elle a-tu d'autres symptômes? Parce que c'est vrai que la préménopause, ménopause, les symptômes peuvent être très similaires. Oui, dans l'effet de l'hypothyroïdie, là, que c'est quelque chose qui est assez commun, je dirais même quand il est un petit peu limite, là, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir, puis tout le monde me disait que j'étais normale. J'ai tous les symptômes, mais ma TSH n'est pas en haut de 5 ou de 6, fait qu'elle n'est pas en rouge. Fait que comme elle n'est pas en rouge, mon médecin il a dit que tout était beau. Mais oui, mais c'est ça. Ça peut être de l'hypothyroïdie qui est subclinique. Fait que les bilans sont importants pour voir si les femmes ont des palpitations. Y a-t-il autre chose, justement? L'hyperthyroïdie aussi pourrait être une cause. Il y a tellement de symptômes qui peuvent ressembler à d'autres entités que le bilan, pour moi, à la base, est essentiel. Parce que sinon, tu peux pas savoir de où tu pars, là, pour la plupart des femmes. Et toi, tu travailles en hormonothérapie, tu as aussi un volet esthético, Médical. médico Médico-esthétique. médico-esthétique. Euh, Je vais euh, remettre mes mots en ordre. Et puis, dans les services que tu offres, j'ai vu qu'il y avait la thérapie vaginale au laser Diva. Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'en parle parce que j'ai lu un peu les descriptions, puis j'ai dit, ah mon Dieu, on ne sait pas que ça existe, tu sais, que c'est ouais. possible d'avoir des traitements comme ça. Ben oui. Fait que dans le fond, tu sais, ces thérapies-là, à la base, ont été beaucoup développées, je dirais, pour les femmes. Ça a été launché un peu après l'étude WHI parce que le branding, c'est un petit peu si vous avez des contre-indications à l'hormonothérapie ou si vous avez eu un cancer du sein, tu sais, parce qu'il y a des femmes, faut oublier, là, qui ont été laissées pour compte pendant plusieurs années, hein, puis même on avait tellement peur des hormones que même les hormones locales, l'estrogène local, on en avait peur. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, c'est sûr que à ce moment-là, j'ai pas peur des hormones. Je suis capable de parler à mes patientes de toutes les options. Fait que, par exemple, quand on parle de syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est principalement pour ça que moi, j'offre le laser, mais aussi je parle de toutes les autres options parce que d'avoir de l'hormonothérapie, idéalement systémique, en effet, si on la puissante incandidate, mais aussi locale, ça va vraiment venir aider. Fait que ce qu'on veut faire, c'est un peu recréer un peu la santé des muqueuses. Fait un peu comme un laser en dermatologie, justement, on va l'utiliser pour le visage, pour venir régénérer le collagène, l'élastine, la qualité de la peau. On peut aussi le faire au niveau intravaginal. Fait que moi, c'est un laser herbium, ça tourne à l'intérieur, puis ça vient régénérer le tissu. Puis les femmes, en fait, aiment vraiment elles sont vraiment satisfaites des résultats. Pour je dirais celles qui aiment pas nécessairement mettre de crème ou qui trouvent que ça fait un petit peu de gâchis dans les culottes, là, tu sais, il y a comme d'autres options à tout le moins. Puis souvent, en fait, quand les femmes, je leur prescris, par exemple, une crème d'estrogène local, ils vont me dire, ou bien ça marche pas parce qu'ils l'appliquent pas, ils sont juste pas constantes. Puis là, je leur dis, ben là, on va augmenter, mais c'est ça. Fait que des fois, il y en a qui me disent, moi, là, j'oublie, là, en plus, mon manque de concentration, mon brain fog en préménopause, ça fait que je suis pas capable d'être constante, j'ai douleur pendant les relations. Fait qu'au moins, je leur dis, ben, écoutez, vous avez d'autres options. Ce laser-là, ben, ça va. Il y a des protocoles plus, par exemple, pour les femmes qui ont de la sécheresse vaginale. Il y a des protocoles spécifiques plus pour l'incontinence. L'incontinence, par contre, je fais une évaluation quand même plus étoffée, là, regarder le plancher pelvien et tout, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais on peut différents protocoles, mais même des femmes qui avaient, par exemple, après les accouchements, plus de laxité, de relâchement au niveau de la paroi vaginale. Puis le laser peut venir aider. Fait qu'on a un laser bimodal, là, non fractionnel et fractionnel. Mais c'est sûr qu'il faut évaluer la femme dans son ensemble. On ne peut pas juste lui dire, écoute, le laser va tout régler. Moi, j'aime ça quand même regarder, tu sais, où est-ce qu'on en est biopsychosocial avec la femme. Mais c'est sûr que ça fait partie des options qu'on devrait quand même être capable de discuter avec les patients. Absolument, mais c'est ça. Par contre, de savoir que ça existe, ça permet aux patientes aussi de peut-être poser les questions quand ils vont te rencontrer. Tu as dit une petite phrase qui m'a fait penser, on a oublié de préciser les hormones bioidentiques. Dans le fond, c'est des hormones, de ce que je comprends, tu pourras me corriger, c'est des hormones qui sont identiques à celles qu'on a déjà dans notre corps, c'est ça? Exact. C'est la même molécule que les ovaires produisent, dans le fond. Fait que c'est vraiment ça. C'est fait en laboratoire quand même, mais c'est la même. On reproduit la même hormone finalement que le corps produit. C'est pour ça que les fonctions sont plus similaires, par exemple, qu'une hormone synthétique.
Par exemple, le pré-marin, qui est un petit peu un mélange là, qui est dérivé de l'urine de jument, qui est un mélange de plein de types d'estrogènes. Mais bref, fait que c'est comme oui, c'est la même molécule. Donc, l'ostrogène, c'est ce qui va, c'est le féminin, puis la progestérone, c'est le masculin. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, parce que dans le fond, notre corps, tu sais, sécrète de l'estrogène tout le cycle à différents niveaux. La progestérone est sécrétée par la femme après l'ovulation. Fait que dans le fond, estrogène, progestérone, c'est les hormones féminines, là, typiquement, je te dirais. Testo, c'est plus l'homme, je te dirais, mais c'est ça, on en a quand même chez la femme, faut pas l'oublier. Donc, il peut y avoir des débalancements dans ces trois, donc, Oui, testostérone, progestérone, oestrogène. ouais, OK. Puis donc, le laser va aider à la lubrification, entre autres, mais ouais. aussi peut-être à resserrer les pores vaginales. Ça va aider avec la. Moi, je dis souvent, tu sais, comme le canal vaginal, c'est un peu comme une trampoline pour la vessie. Fait que c'est sûr que quand on vient travailler le collagène, l'élastine, la densité des tissus, ça va aider à supporter. Donc, oui, c'est pour ça que ça peut aider un peu la laxité. C'est pas une chirurgie, là, je mets toujours les attentes à niveau, mais j'ai beaucoup de femmes qui l'ont fait en se disant, mais écoute, de toute façon, j'ai pas d'autre option à part la physio-périnéale où je peux aller travailler un peu mon plancher pelvien. D'ailleurs, on va parler qu'il y a d'autres technologies pour ça, mais tu sais, il y a des femmes aussi qui après 5, 10 séances de physio, quand ils ont l'impression d'être au maximum, ben, ils veulent d'autres options, puis ils ont le droit d'être informés à tout le moins que ça existe. Exactement, c'est pour ça qu'on en parle. Il y a une autre, ben oui, parce que c'est ça, le podcast s'adresse aux femmes de 40 ans et plus. Puis si moi j'ai passé 50 ans, puis je connaissais pas ces produits, ces services-là, je me dis, je dois pas être la seule. Un autre, un autre service que tu offres aussi, ben, ou un traitement, c'est l'orgasme shot. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, tu sais, c'est un peu le concept du plasma riche en plaquettes. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça a été étudié, ça a été beaucoup utilisé en orthopédie, de plus en plus en dermatologie, donc le PRP qu'on appelle. Donc, c'est sûr que je vous dirais que, tu sais, par exemple, dans les prothèses de genoux, là, tu sais, ou pour la régénérescence, tu sais, ça va vraiment aider justement à guérir, ou des gens qui ont des problèmes d'arthrose. Bon, ça peut être injecté. Fait que ça a été beaucoup quand même étudié en orthopédie. Après ça, ben, la médecine esthétique ont emprunté ça pour voir est-ce qu'on peut aider à régénérer. Le problème avec le PRP en général, c'est qu'on ne sait pas est-ce que c'est le fait de faire du micro-needling, parce que dans le fond, quand on l'injecte, on perfore la peau à plusieurs endroits pour venir injecter ça. Puis le PRP, en fait, c'est qu'on va garder les facteurs de croissance puis les plaquettes pour venir régénérer, dans le fond, pour venir engager un processus de régénérescence des tissus, tu sais, le processus de coagulation qu'on appelle. Donc, en fait, ce qu'on n'a pas beaucoup en médecine esthétique, c'est qu'on ne sait pas est-ce que c'est le fait de micro-perforer qui va régénérer ou c'est d'injecter. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que le PRP, par exemple, à l'alopécie, pour ceux qui le font, ben, je le fais aussi, les patients sont très satisfaits et ça fonctionne. Donc, après ça, le PRP, tu peux décider de l'injecter un peu où tu veux, puis voir est-ce qu'il y a des bénéfices. Puis, ça a été développé, je pense, aux États-Unis. J'ai des collègues qui ont fait la formation là-bas pour aller vraiment injecter le PRP de manière spécifique au niveau du clitoris et au niveau du point G, là, comme à l'introïtus, on pourrait dire, pour justement essayer de régénérer un peu les tissus, augmenter la vascularisation locale. Puis c'est vraiment apprécié, je te dirais, de manière générale. C'est sûr que c'est pas mon premier go-to. On s'entend quand que les femmes, par exemple, ont des problèmes d'orgasme, il y a vraiment une multitude de choses à évaluer avant. Là, ayant moi-même un background, on pourrait dire, en dermatologie vulvo-vaginale, il y a quand même je suis pas une très bonne vendeuse non plus. Si j'ai développé le orgasm shot, là, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui le demandaient puis qui avaient tout essayé. Parce que moi, comme j'étais habituée de gérer sans ça, puis après ça, ben, je me suis dit, y a-t-il d'autres choses qui existent? Puis à la limite, je sois capable de connaître ça, d'en parler. Puis si les femmes aiment ça, ben, d'être capable de l'offrir, tu sais. Exact, exact. Ah, ben c'est très intéressant aussi. Puis le dernier, parce que évidemment, bon, il y a la fatigue, le stress, vont liés à l'hormonothérapie. Il y a aussi, on perd énormément de collagène. Plus on vieillit, moins on en produit. Et une de ces résultantes-là, c'est que on va souvent commencer à être incontinente avec l'âge. Puis, il y a un service qui s'appelle MCLA, je pense, que Oui, vous... exactement.
Mais en fait, ça, c'est une autre chose. Fait que, tu sais, souvent, quand les femmes me disent, écoute, moi, j'ai des problèmes de l'ordre du syndrome génito-urinaire. Fait que, tu sais, c'est souvent des symptômes, typiquement, là, sécheresse vaginale, incontinence, plus à l'effort, si t'éternues, si tu tousses, vessie hyperactive, l'impression qu'il faut que j'aille plus souvent ou j'y vais plus souvent la nuit. C'est un peu comme le standard, aussi par des douleurs pendant les relations et tout, mais c'est vrai que l'incontinence, ça revient très, très souvent. Puis l'incontinence, tout le temps, c'est multifactoriel. Tu sais, oui, il y a plusieurs causes, dont le plancher pelvien, dont le support, du canal vaginal, dont l'hyperlaxité urétrale. Tu sais, c'est vraiment multifactoriel. Fait que c'est pour ça que quand on évalue l'incontinence chez la femme, c'est important d'avoir une approche multidisciplinaire. Mais en même temps, une fois qu'il y a ces femmes-là, puis souvent, quand ils arrivent dans mon bureau, ils ont souvent vu de la physio. Ils ont fait des Kegel, ils ont acheté le périfit, ils font les, puis là, ils sont comme, mais là, j'ai l'impression que, tu sais, je suis au maximum de ce que je peux faire moi-même. Donc là, il y a des technologies qui existent aussi. Donc, le MCLA, en fait, c'est une chaise qui a été développée pour traiter l'incontinence. Vous êtes assis sur cette chaise-là, complètement habillé. Puis ça envoie des ondes électromagnétiques dans le plancher pelvien. Fait que c'est comme une petite contraction que ça fait faire. Théoriquement, c'est comme si vous faisiez 12 000 Kegel. Fait que vous n'avez pas besoin de faire le mouvement, la machine crée la contraction pour vous. Donc, il y a beaucoup de femmes. Écoute, c'est comme 6 séances. Habituellement, on en fait comme 2, 3 par semaine pour 2, 3 semaines. Puis les femmes, en fait, c'est ça. Souvent, moi, je suis peut-être un peu biaisée parce que les femmes ont tout essayé quand ils viennent me voir, mais ça fonctionne très bien. J'ai des femmes, j'en ai une dernièrement qui me disait avant, je ne pouvais plus faire de cheval, faire de l'équitation. Puis là, grâce à ça, j'ai plus de problème parce que, tu sais, quand tu fais de l'équitation, tu peux pas serrer tes jambes, hein. Fait que ça va pas très bien. Mais tu sais, j'en ai des success stories, mais moi, même chose quand je vends une technologie, là, je fais vraiment sûr que j'ai tout évalué, puis je fais pas des grosses promesses. Au pire, il n'y aura pas d'amélioration. Au mieux, ça va être du 100% parce que j'en ai eu des 100%. Fait que je suis quand même capable de le dire avec les années de recul que j'ai, que oui, il y en a des histoires à succès, comme on appelle, là. Puis, cette chaise-là, dans le fond, on doit aller à ta clinique pour... on ne l'achète pas chez nous, évidemment. Non, non, c'est ça, c'est un petit peu cher aussi. Puis, combien de traitements ça prend ou combien de temps ça dure? Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, les séances, en temps normal, on peut le faire deux, 2 fois par semaine. On va dire, tu as typiquement 2 fois par semaine pour 3 semaines. Mettons, aux 2, 3 jours. Là, je sais que les gens sont loin à Montréal. C'est toujours possible de l'espacer, mais le protocole qui est établi, c'est comme un peu plus pour comme donner un boost de force. Donc, vous êtes assis sur la chaise, c'est 28 minutes. Fait que c'est vraiment quand même assez rapide, mais il faut juste quand même le faire de manière comme idéalement plus proche. En même temps, j'ai des femmes, moi, qui, comme je vous dis, qui habitent très, très loin, là, puis qui n'ont pas accès à ça dans leur région, puis là, qui vont me dire, ben écoute, moi, je peux juste venir 1 fois par semaine pendant 6 semaines ou quelque chose comme ça, puis c'est correct aussi, là, il y a des bénéfices quand même. Et puis, ça dure combien de temps? Faut-tu qu'on le fasse à chaque année ou... Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment du cas par cas, puis ça va dépendre de mon évaluation initiale. Par exemple, y a-t-il d'autres causes? Est-ce qu'on a traité la paroi vaginale? Tu sais, si la madame est, par exemple, très, très atrophiée, là, puis il n'y a plus du tout de support, la muqueuse vaginale est extrêmement mince, ça va être plus difficile d'avoir des résultats qui sont persistants. Puis, même chose, je vois la différence des femmes qui prennent les hormones et qui en prennent pas. Surtout par rapport au laser Diva aussi, parce que l'estrogène, même si quand on prend de l'estrogène systémique, il n'y a pas une grosse quantité qui va directement à la paroi vaginale, il y a quand même un bénéfice en termes de résultats ou de persistance des résultats avec le laser. Fait qu'avec le MCLA, c'est un peu similaire. Je vous dirais, il faut juste être sûr que tout est bien. Il y a des femmes que je ne revois plus du tout parce que ils sont capables après ça de reprendre prendre le dessus puis de faire leurs exercices. Puis ça va très bien, mais en théorie, ils vont peut-être dire 1 fois par année pour y revenir, mais moi, j'ai pas eu ça tant que ça à avoir des rappels de traitement, tu sais. OK. Puis Ouais. si je prends, si je fais de l'hormonothérapie, donc je prends mon bioidentique et que en plus je fais la thérapie vaginale au laser Diva, la thérapie vaginale au laser Diva, est-ce que je le fais une fois puis c'est correct ou si c'est une fois par année ou?
Ouais, la thérapie au laser Diva, c'est 3 séances. Le protocole, c'est 3 espacées de 4 à 6 semaines. Fait qu'idéalement, on en fait un à chaque 4 à 6 semaines. C'est assez rapide, hein. Souvent, les femmes, ils viennent, tu sais, une trentaine de minutes avant le rendez-vous avec moi. C'est moi qui le fais. Puis on va geler avec une petite xylocaïne locale. Les femmes vont me dire que c'est 3 sur 10 là, de douleur parce que comme tel, le laser qui tourne, là, c'est peut-être 3 minutes. Fait que c'est vraiment très rapide, mais c'est peu douloureux. On va dire juste, tu sais, pour 48 heures, pas de relation, pas rien au niveau du vagin. Mais sinon, fait que c'est vraiment comme... Puis après ça, comme je vous dis, 3 séances. La plupart des femmes sont assez améliorées. Ça dépend un petit peu de la problématique qu'on veut traiter. Puis après ça, peut-être une fois par année, mais il y a beaucoup de femmes qui en ont même plus besoin, là, c'est Ah, wow! mmh, Wow, wow! C'est des bonnes nouvelles. On aime ouais. ça. Ah oui. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner d'un changement que tu as vu chez une cliente que tu dis que ça a parce que je sais que les docteurs, vous avez toujours à un moment donné une cliente qui vous a touché plus qu'une autre. Ben, je vais te dire que depuis que je fais de l'hormonothérapie, je suis chanceuse comme médecin là, parce que j'ai ces commentaires-là pas mal tous les jours. Fait que- mais tu sais, par rapport aux thérapies, tu veux dire plus de syndrome génitorinaire, là, laser diva, incontinence et autres. Quand Oui? tu veux dire les faux feedback, ben oui, écoute, honnêtement, j'en ai beaucoup dont je me rappelle, là. Des femmes, par exemple, qui avaient aucune relation avec leur conjoint parce qu'il y avait trop de douleur, puis c'était complexe, puis des fois, on lui faisait prescrire des crèmes ici et là, mais il y a aussi que des fois, les médecins, on n'explique pas bien, bon, comment l'appliquer, quand l'appliquer. Ou il y a d'autres pathologies, par exemple, il y a des femmes qui viennent me voir, puis il s'était fait faire ou vendre un laser, quelque chose ailleurs, mais là, je regarde la vulve, puis il y a un lichen scléreux, puis c'est comme, oh mon Dieu, on trouve qu'il y a une pathologie vulvaire qui explique tous les symptômes. Finalement, c'était pas de la sécheresse vaginale, c'était du lichen scléreux. Fait que, tu sais, ça, honnêtement, j'ai des wow moments, là, depuis comme quelques années, j'en ai vraiment beaucoup, parce que j'ai extrêmement beaucoup de femmes qui me remercient à chaque jour, puis je suis vraiment chanceuse d'avoir cette pratique-là, là. C'est un beau travail. Vraiment, vraiment. C'est vraiment. On Puis n'a pas est-ce envie d'arrêter. non, 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 ben non, surtout pas là. On en a besoin. Est-ce qu'il y a des mythes c'est sûr qu'il y a plein de mythes dans votre domaine? Ben oui, il y a plein de mythes, mon Dieu. Ben, le plus gros est relié avec les hormones, là, tu sais, que les hormones sont dangereuses, que la testo, c'est juste pour les hommes, tu sais, qu'il n'y a pas d'option. Tu sais, c'est comme, il y en a tellement, il y en a tellement des mythes. On pourrait en défaire toute la journée, là, tu sais. Puis Ouais. les femmes qui viennent te voir euh, en hormonothérapie, si par exemple, une femme qui est, je vais aller avec une femme qui est déjà ménopausée, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou il est trop tard? Ben oui, ça, c'est une bonne question. Puis il y a de plus en plus de, même des sociétés savantes qui commencent à se dire, est-ce qu'il y a vraiment un temps? Parce qu'on le sait que quand on veut prévenir, fait que c'est ça la problématique, c'est que si tu interviens trop tard, tu n'auras pas autant de bénéfices si tu veux prévenir des choses. En même temps, les grandes sociétés savantes vont dire, de toute façon, on donne pas les hormones pour la prévention, on donne pour les bouffées de chaleur. Fait que c'est ça les indications. Il y a la FDA qui a approuvé quand même pour l'ostéoporose, la prévention de l'ostéoporose. Ça, c'est quand même intéressant aussi d'en parler parce que l'ostéoporose, même quand on débute l'hormonothérapie plus tard, tu sais, en théorie, on aimerait ça le partir dans les 5 à 10 ans. C'est là qu'on va avoir plus de prévention cardiovasculaire, ostéoporose, démence. Mais on constatait que chez les femmes plus âgées, même avec une petite dose là, de patch, une faible dose de patch chez les femmes, par exemple, 65, 70, 75 ans, on avait une amélioration de la densité osseuse. Fait que c'est jamais trop tard pour venir aider, par exemple, par rapport à la densité osseuse, l'ostéoporose. C'est sûr qu'il faut toujours avoir la discussion avec notre médecin aussi, quel type d'hormone, comment on va le prendre, quelle dose, puis de personnaliser notre approche par rapport à chaque patient et ses conditions médicales. Je pense que c'est ça qui fait que c'est difficile, la santé des femmes. Je pense qu'on est tellement, euh, on est une œuvre d'art. C'est chaque œuvre, on est tellement, tellement différentes. Puis, tu sais, c'est pas, par exemple, je vais y aller avec la synthroïde. Oui, il faut que tout le monde en ait le dosage en fonction de ce qui se passe avec la synthroïde, mais la santé sexuelle des femmes, il y a tellement, tellement de facteurs à regarder, puis à analyser, puis à prendre en compte que c'est ce qui fait peut-être
que certains médecins, heu, se tiennent loin de ça? C'est peut-être trop compliqué? Est-ce que c'est Moi, je sais pas, j'ai l'impression que malheureusement, c'est quelque chose qui est je sais pas si c'est il y a de la misogynie qui s'est installée dans la société ou dans parce que j'ai l'impression que le fait qu'on manque de connaissances par rapport à plein de pathologies, tu sais moi, je lisais un livre d'ailleurs d'une gynécologue américaine qui disait on appelle souvent, les syndromes quand on comprend pas bien quelque chose, on appelle ça un syndrome. Fait que par exemple, une femme qui a mal là, au niveau de ses organes, des fois, là, on va dire, elle a un syndrome douloureux pelvien chronique, c'est quelque chose comme ça, ou syndrome prémenstruel. Fait qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que on connaît pas tout, on connaît presque rien finalement dans plein d'entités comme justement l'endométriose, tu sais, les ovaires polykystiques. Tu sais, les femmes sont souvent laissées à elles-mêmes parce que les médecins, eux autres mêmes, ont pas vraiment d'informations à leur donner, sont pas ferrés dans ces domaines-là. Fait qu'on se dit, ça vient de où? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on trouve que les femmes sont complexes? Parce qu'on n'a pas assez investi en recherche, parce qu'on n'a pas consacré du temps. Fait que finalement, moi, je pense pas qu'on est si complexe. Je pense juste qu'on s'est fait dire qu'on était complexe, puis on l'a comme internalisé parce qu'on n'a pas étudié le corps de la femme de manière suffisante. Fait que, tu sais, puis c'est vrai, puis même les urologues nous le disent, là, tu sais, comme les femmes, c'est plus compliqué. Tu sais, quand on vient, par exemple, à la libido, hein, les hommes, c'est facile, ils ont une cinquantaine de médicaments. Il y a du Viagra, il y a, tu sais, comme il y en a plein qui ont été développés. Pour la femme, on a quoi pour la libido? On a peut-être, on peut les compter sur une main, là, puis encore là, c'est très, très léger, les bénéfices. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ouais, c'est une misogynie sociétale et médicale, là, je trouve, par rapport à la santé de la femme, là. c'est vrai, hein, j'avais pas vu ça. Ben, je t'ai déjà entendu le dire, heu, que les hommes mais j'avais pas vu le lien, là, que les hommes avaient il y avait eu beaucoup plus de recherches pour la santé sexuelle des hommes, hem, le cancer de la prostate et tout ça que pour, les Le cancer maladies. du sein, c'est une. En fait, si tu regardes, là, la plupart, mettons, on a beaucoup de données, autant aux États-Unis, on voit plus ça, là, des médecins qui vont parler de justement de la recherche, des investissements en recherche. Mais tu sais, la totalité, en fait, si on regarde le ratio des études, des investissements pour la recherche chez la femme, si ça va être une minorité, là, vraiment, de ce qui va être consacré à la femme, mais tout ce qui va être consacré à la femme va être dans le cancer du sein. Puis après ça, c'est comme là, on commence à diminuer toutes les autres choses. Ben là, tu sais, les pathologies féminines, ça diminue. Fait que, tu sais, oui, cancer du sein, on en parle beaucoup, mais tu sais, il y a d'autres choses aussi, là, Ça a été définitivement. une chaude lutte d'ailleurs, le cancer du sein, c'est une bonne chose, mais effectivement, on est content de qu'il y a des gens comme toi qui s'intéressent à autre chose. Puis tantôt, on a parlé, dans le fond, c'est très intéressant aussi de savoir qu'une femme plus âgée peut trouver des bénéfices aussi à l'hormonothérapie. Mhm. L'ostéoporose, c'est sûr. Puis, mais à partir de quel âge, tu sais, mettons, à quel âge une fille? Parce que je me dis, les jeunes femmes, des fois, qui pensent que peut-être qu'ils sont en pré ou ménopause, sont peut-être gênées d'aller voir quelqu'un. Exemple, si elles ont 35 ans, elles se disent peut-être, ben, je suis bien trop jeune, je ne serai pas bien reçue par le médecin. C'est Qu'est-ce que tu sûr. en penses, toi? À partir de quel âge on peut commencer à avoir des. Ben, en fait, là, un de mes objectifs, puis tu sais, je vais en parler quand même brièvement, mais moi, c'est ce que je veux faire, c'est mettre de l'information parce que je trouve que les meilleures avocates pour elles-mêmes, c'est les femmes, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai, tu as raison de dire que les femmes savent pas comment parler à leur médecin, puis les médecins sont pas informés. Donc, tu sais, on se retrouve avec vraiment une grosse lacune importante. Moi, ce que je veux, en fait, ça s'en vient, là, je vais créer un site web où on a de l'information scientifique, où les femmes peuvent se référer pour savoir comment parler à leur médecin aussi, pour savoir si on a certains symptômes, est-ce qu'ils peuvent leur amener des études, est-ce qu'ils peuvent, tu sais, parce que de plus en plus, les femmes vont rechercher cette information-là, puis ils vont la trouver. Nous, on aimerait ça avoir
créer justement un site web où on peut vraiment avoir ces études-là, ces références qui sont fiables là, pour aider les femmes à mieux parler à leurs professionnels de la santé. Parce que c'est sûr que pour l'instant, ce que les professionnels vont dire la plupart du temps quand tu arrives avec une jeune fille qui a l'air d'avoir des symptômes ou des saignements abondants ou des symptômes qui peuvent, si le médecin a l'impression que c'est hormonal ou qu'il peut faire quelque chose d'hormonal, il va donner la pilule. Probablement, c'est la première chose qu'il va suggérer ou des fois un stérilet, qui peut être une option chez certaines femmes. Il ne faut pas le nier, mais c'est pas pour toutes. Puis il faudrait quand même qu'on ait plus de formation sur les autres options. Parce que la pilule, antidépresseur, puis la contraception, on est bien formés là, pour ça, les médecins. Mais à un moment donné, c'est il doit y avoir d'autres avenues pour les femmes qui, ou ne répondent pas, des effets secondaires, des contre-indications. Il y a plusieurs choses qui doivent être prises en considération. Je me dis que plus on est informé, plus à notre tour, on va pouvoir aussi informer les femmes plus jeunes parce que quand on est ben, en tout cas, moi, je n'étais pas du tout informée avant d'avoir mes règles de ce qui allait s'en venir puis de ce qui allait se passer. Puis ça a été long avant que je comprenne. En fait, c'est que moi-même, j'ai été prendre des formations pour comprendre mon système hormonal. Mais il y en a, c'est pas dans les écoles qu'on apprend ça. Puis ce qui se trouve sur Internet pour les jeunes filles, c'est pas toujours adéquat non plus, tu sais. Donc, on nous présente la sexualité féminine chez les jeunes femmes. C'est pas nécessairement ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, Non. effectivement, un site comme ça, qui pourrait être accessible aussi aux jeunes femmes, je trouve que ça pourrait être intéressant. Puis à notre tour, ben, si on peut préparer les jeunes femmes puis leur dire, ben voici ce qui s'en vient, c'est normal, ça va bien aller. Tu sais, ce serait le fun Ben qu'on oui. Ben, prenne. je vais vous donner à toi et à tes auditeurs plus de détails quand j'en aurai plus, mais c'est dans le processus de création, je dirais. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial parce que c'est ça, faut qu'on se lève, les femmes, je trouve, pour vraiment, vraiment, parce qu'il y a combien de femmes, tu sais, moi, j'en suis un exemple, tu sais, j'ai été pendant 6 ans, j'avais jamais, jamais vu un médecin tu sais, moi, j'étais en top santé, ma santé a dégradé, puis j'étais pendant 6 ans à chercher qu'est-ce qui se passait, tu sais, mais jamais, jamais j'aurais pu penser dans la fin de ma trentaine que c'était quelque chose qui était hormonal, qui s'installait, tu sais. Mhm. Puis quand je parlais, ben, c'est peut-être ma ménopause, les gens me répondaient, ben non, t'es bien trop jeune, tu sais. Mhm. Mais c'est ça. Puis on a encore ces commentaires-là. C'est clair. Donc, d'aller voir de ce côté-là, c'est une très, très bonne idée. Alors, un site scientifique, ça va être génial. En terminant, docteur Landry, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais livrer aux femmes ou quelque chose que tu aimerais, un message que tu aimerais transmettre aux femmes? Ben, j'ai l'impression que, en fait, on l'a vu avec le phénomène de l'étoméno, hein, on l'a vu que, il a fallu que ça ait une mobilisation féminine importante. Tu sais, moi, je peux faire tous les sites web du monde, puis tous les podcasts du monde, puis malheureusement, je vais pas faire changer les choses. Je vais essayer de contribuer au changement, mais c'est pas ça qui fait changer les gouvernements. Quand les femmes se lèvent, puis les femmes font les pétitions, puis tu sais, puis ils parlent à voix haute, parce qu'on a un pouvoir, les femmes, mais on l'utilise pas assez. Puis quand on a réussi à avoir le remboursement par la RAMQ là, des hormones bioidentiques, ça a été. Là, tout le monde disait, ben oui, on le voulait tout, mais il y a personne qui, tu sais, il y a personne qui s'est élevé avant, là. Tu sais, comme, ben oui, c'est une bonne idée. Fait que moi, je pense que ça va venir des femmes. Quand les femmes vont être les meilleures défendresses de leurs propres droits, puis ils vont aller se renseigner, puis ils vont dire, ben ça fait pas de sens, tu sais, qu'on n'a pas plus accès, qu'on n'a pas plus d'informations. Fait que moi, je dirais juste tu sais, de pas être mal à l'aise d'en parler, puis en effet, ben oui, peut-être que ça va être plus facile quand il va y avoir un site pour pouvoir dire, ben là, voici les études, puis allez voir vos médecins, mais il faut que vous en parliez à des gens d'influence, si vous avez de l'influence, êtes capable de montrer comment c'est important la santé de la femme. Puis en fait, parce que la révolution, ça va venir des femmes. Ça viendra pas des médecins. On fait notre possible, nous autres. On fait ça dans dans notre petite clinique, dans notre petit bureau, jour le jour. La révolution, je la fais mais c'est ça. Ça va prendre un effet de masse. Fait que c'est ça, je dirais pour en anglais, stand for yourself, là, tu sais, comme stand up, se lever.
On n'en parle pas trop, en tout cas. On va continuer d'en parler de la santé des femmes, ça c'est certain. Merci énormément pour ta contribution pour la santé des femmes. Ce que tu fais, c'est vraiment, vraiment important. On est chanceux parce que tu aimes en plus le communiquer et tu le fais Oui, vraiment bien. C'est merci. un plaisir de te recevoir sur mon podcast, Docteur Landry. Alors, merci infiniment. Ben, ça fait plaisir. Le meilleur de soi, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté de femmes qui veulent prendre soin d'elles, être en santé et se laisser inspirer. Parce qu'on mérite de se sentir bien, épanouie, rayonnante et en pleine possession de nos moyens.